Rebonjour, dimanche en politique suite, Michel Barnier, le Premier ministre a dévoilé sa feuille de route. Mais l'heure des règlements de compte va bientôt arriver. Le nouveau gouvernement arrivera-t-il à faire passer la hausse des impôts pour les plus aisés? En parallèle, l'État veut faire des économies, mais aussi trouver de l'argent. Par exemple, en taxant les voitures essence ou diesel ou les billets d'avion. Au moment où, c'est une autre question, les prix de l'énergie ont tendance à baisser, l'État pourrait aussi en profiter pour récupérer une partie de l'argent des chèques énergie. On va faire le point sur tout ça avec un invité de dimanche en politique, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour, Francis Letellier. Ministre de la Transition écologique, mais aussi de l'énergie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. Et on va commencer par parler de gaz et d'électricité cette saison. Parce que c'est le moment où commence le froid. Tout le monde commence à rallumer les chauffages et à se dire, oh là, ça va être quoi la facture? Bon. Jusqu'à maintenant, quand vous veniez sur les plateaux, quand vous étiez ministre de la Transition énergétique, vous arriviez avec des chèques ou le bouclier énergétique pour bloquer le gaz et l'électricité quand ça flambait, notamment après la guerre en Ukraine. Est-ce que ce temps-là est fini ? Alors, déjà, la copie du gouvernement n'est pas finalisée. Elle sera présentée jeudi. Et ça sera le Parlement qui tranchera. Non, mais juste d'abord, est-ce que, juste sur la philosophie, est-ce que donc, le temps des chèques est fini ? La philosophie, c'est que nous sortons du bouclier énergétique parce que les prix de l'électricité et du gaz qui avaient flambé sur les marchés internationaux sont revenus à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Mais cette baisse, on doit maintenant la voir sur la facture des Français. Justement. C'est tout l'enjeu. Alors la question, est-ce que la facture d'électricité des Français va baisser ? Alors, la baisse que nous observons sur les marchés internationaux permet effectivement de remettre la taxe que payaient les Français avant la crise de l'énergie au niveau d'avant-crise. Et ça n'empêche pas de baisser la facture des Français. C'est-à-dire, clairement. Clairement, si la taxe revient à son niveau d'avant-crise, comme les prix ont retrouvé un niveau normal, le prix que payent les Français baissera. Simplement, il ne faut pas aller au-delà. Baissera quand même, c'est-à-dire, parce qu'il est question que l'État remette en place une taxe sur le service public. Depuis 3 ans, nous avons mis en place un bouclier énergétique et nous avons baissé la taxe sur l'électricité. D'accord. Et nous avions dit que nous remettrons la taxe sur l'électricité au niveau d'avant-crise, dès que la baisse des prix de l'électricité sur les marchés internationaux nous le permettra. Donc à 32,44 € le mégawattheure, ce sera ça. Attendez, c'est un système de vase communicant. Ça permet de baisser la facture des Français. Ensuite, il y a des arbitrages. Je vais jusqu'au bout, Francis Letellier. Et puis après, je vous demande des explications. Il y a des arbitrages qui sont en cours. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si on va au-delà, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait une augmentation de prix de l'électricité. Il faut être très vigilant parce que les Français modestes et les classes moyennes, si elles doivent payer plus de taxes qu'elles n'ont payé avant la crise énergétique, auront la double peine. Ce sont souvent elles qui vivent dans des passoires thermiques. Donc si je vous entends, il est hors de question d'augmenter la taxe sur l'électricité. Je fais ça pour dire simple, c'est pas exactement comme ça qu'elle s'appelle. Au-delà du prix d'avant, quoi. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que les arbitrages sont en cours et que le Parlement va trancher. Mais est-ce que c'est le Parlement ou est-ce que c'est Bercy qui va trancher? Parce que le ministère de l'économie voudrait... Non, parce que le ministère de l'économie voudrait en profiter pour ramener de l'argent dans les caisses. Francis Letellier, vous savez comme moi que dans la configuration politique dans laquelle nous sommes, c'est le Parlement qui tranche. C'est le Parlement qui a le pouvoir. C'est le Parlement qui fera les ajustements budgétaires. Et qu'une copie est présentée par le gouvernement et que nous avons été très clairs sur une chose, c'est que nous devons remettre sous contrôle les finances publiques, mais qu'en revanche, la manière de le faire, ce sera avec le Parlement que nous devons le co-construire, parce que nous n'avons pas de majorité absolue. Entendu. Bruno Le Maire disait il y a encore quelques semaines, la facture d'électricité des Français baissera au 1er février prochain entre 10 et 15%. Est-ce que ce sera ça? Sur le tarif réglementé, c'est effectivement l'objectif. Mais vous savez comme moi que tout le monde n'est pas au tarif réglementé. Et c'est pour ça que c'est un peu plus complexe et que moi, mon objectif, c'est que la facture de tous les Français baisse. Nous n'avons pas encore finalisé les arbitrages. Vous avez ma position personnelle sur le sujet. Donc il faut que la facture d'électricité des Français baisse, ce qui n'empêche pas l'État éventuellement d'augmenter la taxe quand même. Encore une fois, sur le niveau de retour à avant-crise, ça ne pose pas de problème. Si on va au-delà, on va commencer à poser des questions sur cette capacité, cette baisse de la facture des Français. Mais quand vous dites, par exemple, revenir à l'avant-crise, ça veut dire quand même... C'est 32 €, c'est ce qu'on disait. 32 €, oui. C'est ça, voilà, oui. Alors que c'est 22 aujourd'hui. Voilà. Ça veut donc dire que la facture va augmenter quand même? Non, parce que l'énergie a baissé.
Enfin, je pense que là, on est en train de créer de la confusion. Ah non, je vous jure, c'est très simple. On est en train de créer de la confusion dans l'esprit des gens qui nous écoutent. L'énergie a baissé, donc normalement, la facture baisse. Voilà, basta. Voilà. Donc, vous avez une partie des Français qui ne sont pas aux tarifs réglementés et qui ont vu leur facture baisser parce qu'ils ont bénéficié de cette baisse du prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Donc, ils l'ont vu baisser. Vous avez des Français qui sont aux tarifs réglementés et qui bénéficieront de cette baisse au 1er février, même si on remet la taxe à son niveau antérieur, parce que la baisse du prix de l'électricité au global est beaucoup plus importante que cette augmentation de la fiscalité. Là où ça devient... D'accord, là c'est clair, on comprend. Là où ça devient compliqué, c'est si on va au-delà. Parce que si on va au-delà, forcément, on va commencer à grignoter. Et ça veut dire de l'impôt supplémentaire, grosso modo. En français, dans le texte, c'est de l'impôt supplémentaire. Et vous dites non. Tout à fait. Et moi, je dis qu'en tant que ministre en charge de l'écologie et de l'énergie, il faut être très vigilant parce que tout le monde consomme de l'électricité, les classes moyennes, les classes populaires, et donc il faut faire attention à ce que ça n'augmente pas. Donc vous dites hors de question d'aller au-delà. Je ne dis pas hors de question, je dis il faut être vigilant. Ce sont encore une fois tous les Français qui payent. Ce n'est pas l'intention du Premier ministre, de ce que j'ai entendu en déclaration de politique générale, de faire peser des coûts de l'énergie sur les classes populaires et les classes moyennes. C'est un élément important du pouvoir d'achat. C'est aussi un élément important pour les industriels, pour les boulangers, parce que quand il y a taxation, forcément, ça se voit sur leurs charges. Et donc là aussi, il faudra être vigilant. Et c'est cette ligne que je souhaite tenir. Dernier point, notre électricité, elle est décarbonée. Nous voulons sortir des énergies fossiles. On a tous compris que dans ce cas-là, il faut être vigilant à ce que notre fiscalité ne dégoûte pas de l'électricité décarbonée par rapport au carburant et par rapport au gaz, qui sont des énergies fossiles. La dette, on va en parler. Michel Barnier répète sur tous les tons qu'il va falloir freiner les dépenses publiques. On en parle là à l'instant. Et quand il parle dette, il parle aussi dette écologique. Il y a une épée de Damoclès tout aussi redoutable, celle de la dette écologique. Nous pouvons et nous devons faire plus pour lutter contre le changement climatique. Le malus sur les émissions de CO2 qui touche aujourd'hui les véhicules les plus polluants aux moteurs puissants pourrait être étendu à des modèles moins émetteurs. C'est encore les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui vont être le plus pénalisés. De toute façon, les riches, ça ne les gênera pas trop. Je vois en fait qu'ils veulent en gros avoir une dynamique plus écologique et se tourner vers l'électricité. Mais il faut qu'à ce moment-là, on ait des bornes partout et que ce soit accessible à tous. Bercy envisagerait d'augmenter la taxe sur les billets d'avion pour récolter 1 milliard d'euros supplémentaires. C'est vraiment le gros intérêt du principe de pollueur-payeur. C'est qu'ils permettent à la fois de décourager des pratiques qui sont particulièrement polluantes et en même temps de générer des recettes pour encourager d'autres pratiques. Pensez-vous qu'il suffit de quelques effets de manche et de figures de style éculées pour que le pays aille mieux ? À Paris, bientôt, on mourra de chaud sous des toits en tôle. Le 1er janvier, les logements classés G ne pourront plus être loués sans rénovation thermique. Mais le Premier ministre pourrait adapter le calendrier. C'est encore un signal qui va être très négatif sur toute la filière de la rénovation énergétique et même de façon plus large sur l'engagement de la parole publique. Agnès Pannier-Runacher, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier adapté, a dit le Premier ministre. Alors, il y a une échéance toute simple. Au 1er janvier prochain, normalement, les appartements ou les logements classés G, c'est-à-dire vraiment les passoires thermiques, doivent être interdits à la location. Est-ce que ce sera le cas ? Alors, pour moi, ça ne doit pas être le cas s'agissant des logements individuels. Pourquoi ? Parce que sur les logements individuels, ce qui est en jeu, je vais quand même être là aussi, redire à ceux qui nous écoutent. Lorsque vous êtes propriétaire, vous avez votre locataire, ça ne change rien pour lui au 1er janvier. Il ne se passe rien. En revanche, si votre locataire déménage pour une raison X ou Y et que vous remettez en location votre logement, là, on regarde le DPE et si effectivement votre logement est une passoire thermique, on vous demande de faire les travaux avant que de le remettre à la location. Donc ça touche quelques dizaines de milliers de logements et pas les chiffres faramineux que j'ai entendus. Ça, c'est pour placer le cadre. Pourquoi ? Parce qu'une facture G, c'est un locataire qui paye 3, 4 fois la facture de son voisin qui est dans un logement normal. C'est la logique de logement digne ou indigne. Une passoire thermique qui est au niveau G,
c'est vraiment une facture qui flambe. C'est insupportable ça passe par les pour toits, la les fenêtres, ça personne. passe partout. Et c'est une personne qui risque même pas d'avoir 19 degrés, même en chauffant au maximum. Le Premier ministre dit qu'il faut simplifier le diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire quoi? Ça, c'est important. C'est un travail qu'on avait entamé d'ailleurs avec Christophe Béchu quand j'étais encore à la transition énergétique. On s'est aperçu que dans le diagnostic qui était proposé, il y avait des biais de construction. Une petite surface avait beaucoup plus facilement une mauvaise note parce qu'en fait, dans une petite surface, vous consommez de l'eau chaude pour votre douche et qu'en règle générale, vous prenez une douche dans une petite surface ou une douche dans une grande surface. Donc, il y avait un biais de construction. Ça a été corrigé. On a un deuxième biais de construction qui est que les logements qui se chauffent à l'électricité sont, pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, moins bien classés que les logements qui sont chauffés au gaz. C'est absurde. L'électricité est décarbonée en France. Le gaz ne l'est pas. Pourquoi Donc avoir ça fera partie de la simplification. Donc ça, ce sont des simplifications évidentes. Parce que des fois, les DPE, c'est un peu petit bonheur la chance aussi. Voilà. Une troisième chose, c'est les copropriétés. Sur les copropriétés, vous pouvez vouloir faire les travaux, mais vous devez avoir l'autorisation parfois de votre Assemblée générale de copropriété. Ça ne rentre pas dans les délais. L'Assemblée générale ne se réunit pas. Vos copropriétaires ne sont pas d'accord avec ça. Vous êtes coincés. Comment vous avancez? Et donc là aussi, il faut faire preuve de pragmatisme. De souplesse, ça veut dire? De pragmatisme et de bon sens. Eh bien, ça veut dire que lorsque quelqu'un a sincèrement essayé de faire les travaux, il faut prendre en compte le fait que ça peut prendre plus de temps dans une copropriété d'obtenir l'autorisation et que nous avons un enjeu en parallèle de gens qui ont du mal à se loger et qui doivent avoir accès à des logements. Alors, il y a un autre sujet qui fait débat, c'est le malus sur les voitures. Parce que vous savez que plus les voitures sont polluantes, plus il y a un malus écologique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, c'est trop compliqué. Mais la question, c'est de savoir si le niveau de pollution va être baissé pour calculer le malus, oui ou non? Oui, tout à fait. Il va être baissé. C'est normal. Et c'est normal. Il va être baissé à combien? Alors, là encore, maintenant, c'est 118 grammes de CO2 voilà, au kilomètre. Non, mais encore une fois, comme vous le savez, il y a les arbitrages, ils sont en train d'être faits. Mais ça va baisser. Voilà, mais ça va baisser et ce n'est pas une nouveauté, ça baisse chaque année. C'est-à-dire que l'idée, là, il n'y a aucune surprise sur cette politique-là. Non, mais plus ça baisse, plus de voitures vont avoir le malus écologique. Oui, mais ça veut dire aussi que vous comparez les gros SUV, ce n'est pas les Français des classes moyennes et populaires qui s'achètent des gros SUV. Et je rappelle que, pour ceux qui sont inquiets, qu'il y a, évidemment, on prend en compte les voitures familiales lorsqu'on a des familles nombreuses. Mais ça veut dire des voitures plus chères à l'arrivée. Mais ça veut dire que les voitures qui sont des gros SUV, les Audi, Q4, Q7, tout ça, effectivement, ça sera plus cher. Pour inciter à regarder des voitures moins émettrices. Les classes qui ont aisé, qui ont les moyens d'investir dans une nouvelle voiture, pourront plus naturellement aller vers des véhicules électriques. Alors justement, à propos de véhicules électriques, parce que Michel Barnier, dans la Tribune dimanche aujourd'hui, pointe du doigt des dépenses mal maîtrisées. Plein, il en voit partout. Mais notamment sur les voitures électriques. Il dit qu'il y a 3 dispositifs pour les voitures électriques. Il va falloir faire le ménage là-dedans ? Il s'interroge sur la simplification de ces dispositifs. Ah oui, parce que 3, on ne sait plus qui paie quoi à la fin. Si, on sait très bien qui paye. Bon. Alors pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire qu'il faut faire le ménage, donc du rabotage sur les aides. Il y a 2 choses. Il y a le budget, et encore une fois, on ne va pas se payer de mots. Nous sommes dans une situation financière qui oblige à faire des baisses de dépenses. Et je pense que tout le monde aura compris qu'il est plus naturel de faire des baisses de dépenses que d'augmentation d'impôts dans un des pays qui taxe le plus au monde. Mais sur les aides aux voitures électriques. Donc, il y aura des baisses de dépenses partout, sur tous les budgets. Et tous ceux qui nous disent que c'est mal de faire une baisse de dépenses ici, ils n'ont qu'à nous proposer d'augmenter, je vais jusqu'au bout, d'augmenter les dépenses ailleurs. Donc, il y aura moins d'aides sur les voitures électriques. Il y a des efforts qui sont faits partout. Ensuite, il y a la manière de les faire et de les cibler. Vous pouvez décider de cibler ces aides sur les ménages des classes moyennes et populaires qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. C'est un choix de politique publique. C'est un choix social et pas un choix lié à la voiture. Et ce choix se fera pas tout de suite, mais avant la fin de l'année, puisqu'il y a 2 moments. Il y a l'enveloppe dont nous allons disposer. Ça va être dans le budget et le Parlement en discutera. Et il y a la manière dont on emploie cette enveloppe. Qui en profite au premier chef? Moi, je suis pour le leasing social. Ça a très bien marché. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Ça a surtout permis à beaucoup de Français qui ont des moyens modestes et qui habitent en ruralité
d'avoir accès à une voiture électrique à un prix très compétitif. Donc plutôt cibler les familles plutôt que la voiture, quoi, c'est ça. Plutôt le foyer fiscal que la voiture. Ouais, cibler les gens qui ont besoin d'une voiture et qui ne peuvent pas s'en passer et à qui on dit équipez-vous en voiture électrique et qui disent j'ai pas les moyens. Eh ben, il faut leur permettre d'avoir une voiture électrique qui soit à peu près au prix de la voiture thermique, ce d'autant que je rappelle une chose, c'est que le carburant d'une voiture thermique coûte 1200 € de plus chaque année, en moyenne, hein, ça dépend de votre kilométrage, mais c'est 1200 € de plus qu'une voiture électrique. Ça aussi, c'est intéressant. L'arrivée de Michel Barnier à Matignon marque un changement de style avec son prédécesseur Gabriel Attal, que vous avez connu aussi. L'expérience suffira-t-elle ? Haute stature pour le physique, longue expérience pour le parcours politique. Chez les agriculteurs, Michel Barnier est venu tester son style. C'était peut-être pas né, mais j'étais ministre de l'Agriculture. Je sais. Agriculture, environnement, Europe, avoir son sillon dans des gouvernements de droite l'a-t-il vraiment préparé à gouverner sans majorité? Nous avons trouvé beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, moins d'argent. Le gouvernement a décidé de jouer collectif. Collectif ou solo? Entre républicains et macronistes, la guerre est larvée. Lorsque Bruno Retailleau s'en prend à l'état de droit, tandis que la ministre de la Santé, elle, ne veut pas toucher à l'AME. À l'Assemblée nationale, Michel Barnier règle ses comptes avec son prédécesseur. Merci à Gabriel Attal de ce soutien vigilant. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Une mise à l'index qui passe mal. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Au Palais du Luxembourg, où la droite sénatoriale est clairement majoritaire, Michel Barnier prévient. Attention fragile mais pugnace. J'ai pas besoin qu'on me rappelle non plus que le sort du gouvernement, le mien, dépend d'une conjonction probable ou improbable entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin, je sais tout ça. Et tout ça, le président de la République ne peut l'ignorer, lui qui a choisi le capitaine sans prévoir ni l'équipage ni le cap. Venez là. À savoir si l'art de couper le ruban pourra le tenir éloigné durablement des turbulences. On sent qu'il y a de l'expérience. Agnès Pannier-Runacher, Michel Barnier a rappelé qu'il avait été ministre de l'Environnement il y a 30 ans. Il a parlé de dette écologique dans son discours à l'Assemblée. Est-ce qu'il sera plus écolo que ses prédécesseurs que vous connaissez bien, que ce soit Jean Castex, Gabriel Attal, Elisabeth Borne? Mais ça, l'important, c'est les faits qui Est-ce qu'il sera plus le écolo montrera. d'après vous? En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'il met au même niveau la dette financière et la dette écologique. C'est qu'il est un de ceux qui, parmi les premiers de sa propre famille politique, parce que nous sommes différentes familles politiques, c'est rappelé d'ailleurs dans cette introduction. Et nous ne partageons pas le même logiciel politique. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours d'accord. Oui. Et c'est le premier, quasiment, avec Jean-Louis Borloo, dans sa famille politique, à avoir fait du combat contre le réchauffement climatique une vraie priorité. Même si votre budget risque de baisser, parce qu'il faut faire des économies partout. Mais il faut faire des économies partout. Donc ça ne peut pas être un élément, je dirais, qui justifierait une moindre application politique. En revanche, ce qui est important, c'est quelles seront nos priorités et comment on avance. Et moi, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il a très clairement dit que la planification écologique qui avait été entamée avec Elisabeth Borne serait poursuivie, qu'on aurait un plan national d'adaptation au changement climatique dans les prochaines semaines, qu'on aurait une programmation pluriannuelle de l'énergie dans les prochaines semaines et qu'on aurait une stratégie nationale bas carbone dans les prochaines semaines. Ça, c'est essentiel. Vous venez de la gauche, vous vous sentez bien dans ce gouvernement? Non, mais je le dis très simplement. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec des collègues du gouvernement. Sinon, on serait de la même famille politique. Donnez-moi un exemple. Moi, je partage le point de vue de Geneviève Darrieussecq sur l'AME. Il faut maintenir l'aide médicale d'État. Il faut maintenir l'aide médicale d'État, pas pour se faire plaisir, mais tout simplement en rappelant que celle-ci a déjà été réformée par notre gouvernement, qu'elle ne finance pas des soins de confort comme certains, notamment à l'extrême droite, le laissent entendre, et je trouve que c'est très délétère, et qu'elle est essentielle pour la santé publique, parce que si vous laissez disséminer des foyers de maladies infectieuses comme la tuberculose, c'est tous les Français qui payeront. On va retrouver Romain Herreros du Huffington Post pour sa carte blanche, rédacteur en chef du service politique du Huffington Post. Rebonjour Romain. Bonjour, Madame. Les temps changent, mais vous restez Agnès Pannier-Runacher. Oui, vous êtes ministre depuis 2018, c'est un quasi-record de longévité, sous Emmanuel Macron, dont l'un des dogmes était donc de baisser les impôts. Michel Barnier a annoncé l'inverse sur les plus fortunés. Est-ce qu'il ne remet pas en cause le macronisme? Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, je veux dire, à un moment, il y a aussi la réalité de la situation financière.
Le sujet qu'on a, c'est de ne pas se mettre dans la main de ceux qui nous financent. De ne pas être dans une situation où, parce qu'on perdrait la confiance des marchés financiers, le coût de notre dette augmenterait. Et là, oui, tout l'argent qu'on a investi au service de la croissance, on serait obligé de le consacrer au paiement des intérêts de notre dette. Est-ce que votre ancien collègue, Gérald Darmanin, trouve ces hausses inacceptables? Est-ce que vous craignez que la maigre majorité qui soutient votre gouvernement se fissure? On aura un dialogue qui sera exigeant. J'étais, avant d'entrer sur ce plateau, en discussion de réunion de groupe, précisément sur ces sujets. Quelles sont notre ligne? Quelles sont nos lignes? Et sur les hausses d'impôts? Et sur les hausses d'impôts, on le dit très clairement. Attention à ne pas tomber dans la facilité de hausse d'impôts qui nous détournerait de la question de comment nous baissons les dépenses de manière structurelle, de manière récurrente. Et il ne faut pas aller taxer les classes populaires et les classes moyennes. Bien sûr, des hausses ponctuelles sur les plus aisés ne nous posent pas de problème. Mais il faut être clair sur ça. Sur ce terrain, Michel Barnier, il est en terrain mouvant. Même lui ne sait pas trop combien de temps il pourra rester en poste. Combien de temps vous pensez que ce gouvernement tiendra? Mais moi, je vais vous dire, je pense que pour les Français, il faut avoir un gouvernement le plus stable possible. Mais ça ne veut pas dire avoir un gouvernement stable, qu'il n'y ait pas des discussions qui soient rugueuses. Ça serait même le signe que ça fonctionne. Ça voudrait dire que chacun prend ses responsabilités. Un gouvernement Barnier, il tomberait à condition qu'il y ait une alliance de la gauche et du Rassemblement national. Mais si on discute au Parlement de où on met les efforts sur les dépenses publiques et sur les impôts, depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon, on entend surtout les ténors de la droite, comme Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Est-ce que ce sont eux maintenant qui dictent le tempo? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on nous entend aussi. Je crois qu'on entend Gabriel Attal. Je crois qu'on entend Elisabeth Borne. Je crois qu'on m'entend aussi. Vous avez publiquement contesté la remise en cause de l'état de droit par Bruno Retailleau. Depuis, il s'est expliqué en disant qu'il parlait du droit en général et non pas de l'état de droit. Et donc, nous sommes d'accord, il ne parlait pas de l'état de droit. Est-ce que vous êtes rassuré par cette justification? Oui, tout à fait. Je pense qu'il était important d'avoir cette clarification et qu'il était clair que nous devions aussi obtenir cette clarification. L'état de droit est intangible. Le droit, c'est l'objet du Parlement que de le modifier, de l'adapter à la réalité de la situation du pays. Et en tant que représentant de l'aile gauche de la Macronie, est-ce qu'il y a des choses que vous n'accepterez jamais, des lignes rouges qui pourraient vous inciter à quitter le gouvernement? Tout à fait, mais ça, on le verra aussi dans... Quels sont les principes que vous mettez? Mais je le redis, il y a un certain nombre de sujets où il ne faut pas faire des rodomontades législatives, il faut agir sur le terrain. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit très clairement. Il a dit sur l'immigration, on a un pacte asile-immigration européen. Utilisons-le. Donc l'immigration, ça fait partie de vos principes. Est-ce qu'il y a un autre principe sur lequel vous ne dérogerez jamais? Je crois, mais on a eu des engagements très clairs aussi. C'est sur tout ce qui est lutte contre les discriminations à l'égard des homosexuels, à l'égard des femmes, être intangible sur les violences sexuelles faites aux femmes et les violences faites aux femmes en général. Pour la constitutionnalisation de l'IVG, est-ce que vous sentez que voilà, ces choses-là ne pourraient... Enfin, est-ce que vous faites confiance à Michel Barnier pour maintenir ces lignes? Et je le redis, il a pris des positions très claires sur ce sujet-là. Il n'y aura aucun recul. Vous lui faites confiance? Et il n'y aura aucun recul. 2, mais je suis désolée, il y a une majorité au Parlement pour qu'il n'y ait aucun recul. Aucune famille politique aujourd'hui, aucune famille politique ne remet en question la constitutionnalisation de l'IVG. Ne faisons pas peur aux Français sur des sujets qui ne sont pas sur la table aujourd'hui. Mais moi, je serai très vigilante sur ce qui est mes valeurs. C'est mon rôle au sein du gouvernement. Je suis également très vigilante à ce que les positions de mon groupe politique soient, je dirais, défendues au sein du gouvernement. Après, encore une fois, c'est le Parlement qui tranchera. Et si la gauche accepte de jouer le jeu, si la gauche pèse sur les textes parlementaires, la gauche du centre, enfin du bloc central et la gauche qui est au-delà du bloc central, alors on aura des textes... Vous pensez aux socialistes notamment? Mais bien sûr, les socialistes ont une tradition parlementaire. Alors, soit ils sont, je dirais de manière pavlovienne, à voter des motions de censure avec le Rassemblement national, c'est une option.
Je ne pense pas qu'elle soit bonne pour les Français. Soit effectivement, eh bien, on pose la question des impôts, on pose la question de la baisse des dépenses publiques et on trouve des compromis. C'est ce que nous demandent les Français. Merci Romain. Merci, Total Energy fera partie des grands groupes qui vont être taxés en 2025 sur leurs bénéfices, parce que Total Energy fait des bénéfices et beaucoup, tant mieux d'un certain point de vue. Les écologistes, eux, ont une autre idée. Ce serait de taxer sur 3 ans les super-profits de toutes les entreprises pétrolières et gazières parce qu'ils estiment que ces entreprises sont responsables de la crise climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est une approche dont j'arrive mal à voir comment elle peut être mise en œuvre concrètement parce que les mêmes groupes pétroliers, d'abord on n'en a qu'un en France qui exerce vraiment en France et il n'a aucune activité pétrolière en France. Et vous avez sinon Engie qui exerce en France, mais pareil. Quand vous dites ça, lequel groupe ? Total n'a pas d'activité d'exploration-production en France de pétrole. Et Engie n'a pas d'activité d'exploration-production de gaz en France. Or, la France taxe tous les bénéfices qui sont réalisés en France, qu'il s'agisse de groupes français ou de groupes étrangers. Donc, de manière, je dirais, technique, je ne vois pas comment ça marche. En revanche, là où je suis d'accord avec l'approche, c'est ce principe de entre guillemets, pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'il faut le plus possible faire en sorte que les énergies fossiles coûtent plus que les énergies décarbonées. Le Total envisage de se faire coter en bourse à New York et en même temps fait des rachats d'actions que le gouvernement veut taxer. Est-ce qu'il est imaginable que Total échappe aux impôts en France ? Alors, pas du tout. 2 choses. D'abord, les rachats d'actions, ils sont taxés aux États-Unis. Donc, ils sont plus taxés aujourd'hui aux États-Unis qu'en France. Et deuxième chose, ce qui est important, c'est le siège social. Le siège social, il est en France, donc la taxation se fait en France. Et vous êtes sûr qu'il restera en France, Total Energy ? Eh bien, écoutez, j'espère. En tout cas, je n'ai pas entendu d'indication dans le sens contraire. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, ici 12-13, actualité de la mi-journée dans votre région. Bonne semaine, bon dimanche et à la semaine prochaine.